Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire qui s'est déroulée en 2021 dans un quartier paisible de la banlieue de Seattle, aux États-Unis. À première vue, ce quartier avait tout pour plaire, de jolies maisons bien entretenues, des pelouses parfaitement tondues et des voisins toujours prêts à s'entraider dans la convivialité. Pourtant, derrière ces façades apparemment sans histoire, un mystère glaçant allait bientôt émerger. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de mettre un like sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, car votre soutien est très important pour moi. L'affaire dont je m'apprête à vous parler concerne un homme qu'on croyait être un père idéal et une fillette de 9 ans, que tout le monde connaissait sous le nom d'Elena Reynolds. Son histoire est marquée par des faits choquants et douloureux. Un quotidien fait d'emprise, de manipulation et de violence qu'elle aurait enduré derrière les murs de sa propre maison. Quand la vérité a commencé à filtrer, les habitants du quartier ont découvert, horrifiés, que la situation était bien plus grave que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Les rumeurs couraient déjà depuis des mois sur les hurlements parfois étouffés qu'on entendait au milieu de la nuit, et sur le comportement étrange d'un père qui semblait parfois monter la garde devant sa porte. Pourtant, personne n'aurait cru que cette apparence de père dévoué n'était qu'une façade, et que la fillette qu'il présentait comme sa fille biologique n'était en réalité qu'une victime d'un sombre réseau criminel. Elena Reynolds, cette petite fille aux longs cheveux bruns et aux yeux immenses, était de nature très discrète. Dès qu'on l'apercevait furtivement, elle baissait rapidement le regard et semblait toujours sur le qui-vive, comme craignant la moindre parole de travers. La plupart des voisins ne la voyaient qu'à de rares occasions. Souvent le week-end, lorsque son père sortait sur le pas de la porte pour faire mine de partir en balade familiale, ou pour raconter à qui voulait l'entendre comment il s'occupait avec fierté de sa fille depuis le décès, prétendu, de son épouse. Car, selon son récit, il avait dû assumer seul la charge de l'éducation de cet enfant. Pourtant, aucun voisin ne se souvenait de la moindre cérémonie, ni du moindre hommage en lien avec le décès de ladite épouse. Quand il en parlait, il restait vague et se contentait de dire qu'il préférait garder ses souvenirs douloureux pour lui. Le père, nommé Jake Reynolds, était un homme de 39 ans, de taille moyenne, les cheveux châtain clair coupés courts, un style vestimentaire soigné et toujours un sourire avenant aux lèvres. Il inspirait confiance par son allure polie et son attitude serviable. Il aimait donner des coups de main aux voisins, qu'il s'agisse de petits travaux de réparation, du débroussaillage ou de porter des outils lourds. Plusieurs habitants de ce quartier le considéraient comme un voisin modèle, toujours prompt à s'inquiéter de la santé d'autrui et à demander si tout allait bien. Personne ne se doutait du calvaire qui se jouait chez lui. Il prétendait travailler en partie à domicile, expliquant qu'il avait ainsi tout le temps voulu pour s'occuper de l'instruction de sa fille, qu'il disait préférer garder en enseignement à domicile. Pour certains, cela semblait d'ailleurs logique. La pandémie en 2021 avait introduit toutes sortes de mesures d'enseignement à distance, et on pouvait aisément imaginer qu'une famille puisse opter pour une solution alternative. Avant que le scandale n'éclate au grand jour, les rares personnes qui s'étaient interrogées sur l'attitude renfermée d'Elena trouvaient toujours une explication rassurante auprès de son père. Il glissait quelques phrases l'air de rien, comme « Elle est un peu timide en présence d'inconnus » ou « Elle a traversé une période traumatisante après la mort de sa mère ». Ces justifications, sans qu'on sache réellement pourquoi, suffisaient la plupart du temps à calmer la curiosité des uns et des autres. Pourtant, certains signes n'auraient pas dû être ignorés si longtemps. Des voisins affirmaient qu'Elena ne sortait presque jamais jouer dehors, qu'on ne l'avait jamais vue se rendre à la supérette la plus proche ou simplement se promener librement dans le quartier.
Ce comportement inhabituel éveilla peu à peu la méfiance de quelques personnes, mais la première à réellement oser briser la loi du silence fut une voisine âgée d'une trentaine d'années, que je nommerai simplement la voisine brune. On l'a tous désignée rétroactivement comme celle qui avait remarqué quelque chose d'anormal. Cette voisine vivait à 2 maisons de là et se contentait, la plupart du temps, d'un salut poli quand elle croisait Jake, parce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de faire plus ample connaissance avec lui. Pourtant, un jour, elle entendit, à travers les fenêtres ouvertes de la maison Reynolds, un bruit violent, comme un choc, suivi des sanglots d'une enfant et d'une voix colérique. Elle n'était pas tout à fait sûre de ce qu'elle avait entendu, mais elle se souvint avoir ressenti un grand malaise, comme si le hurlement avait été étouffé pour ne pas se propager trop loin dans le voisinage. La voisine brune hésita longuement avant de réagir, craignant de se tromper et de provoquer un scandale inutile. Dans ce quartier, les apparences comptaient beaucoup, et l'idée de dénoncer un père qu'on disait si irréprochable pouvait être très mal perçue. L'ambiance générale était plutôt à l'entraide et à la convivialité, et personne n'avait envie de devenir celle qui jette la suspicion sur tout le monde. Pourtant, la voisine brune ne pouvait s'empêcher de repenser à la situation inquiétante d'Elena. Elle l'avait vue un jour par la fenêtre de sa maison. L'enfant était en train de ranger des sacs de provisions dans la voiture, pendant que Jake discutait jovialement avec un autre habitant au bord du trottoir. Ce qui l'avait frappé, c'était l'air extrêmement crispé d'Elena, qui vérifiait presque chaque centimètre de son environnement, comme pour s'assurer qu'elle ne commettait aucune faute. La voisine brune finit par contacter discrètement les services de protection de l'enfance, sans toutefois avoir de preuves concrètes. Son signalement fut reçu poliment, et on l'informa que, sans preuves tangibles, les autorités ne pouvaient pas déclencher une enquête poussée. Les mois passèrent, et la vie dans le quartier reprit son cours. Jake continuait d'afficher son large sourire et de raconter à tous ceux qui voulaient l'entendre la dernière recette de cookies qu'il avait faite avec sa fille, ou le dernier projet ludique qu'il avait inventé pour qu'elle apprenne la géographie. Malgré ses façades de bonheur, la voisine brune restait tourmentée par un sentiment persistant. Quelque chose se tramait derrière les volets clos de la maison Reynolds. C'est alors qu'un soir, en rentrant d'un dîner chez un ami, la voisine brune aperçut Elena qui se tenait sur le trottoir devant sa porte, en pyjama, le visage bouleversé. Le père n'était pas visible. Interloquée, la voisine brune s'approcha et voulut demander à Elena si tout allait bien, mais la fillette se contenta de hocher nerveusement la tête et de retourner d'un pas pressé vers l'intérieur de la maison dès que le père apparut dans l'encadrement de la porte. Dans les jours qui suivirent, la voisine brune téléphona à nouveau aux services sociaux, plus insistante cette fois, et finit par réussir à convaincre une agente de terrain de venir faire un tour dans le quartier. La rencontre officielle se solda néanmoins par un échec. Jake ouvrit la porte en grand, fit visiter chaque pièce de la maison à l'agente, sans pour autant laisser Elena s'exprimer en tête-à-tête. Quand l'agente proposa de rester seule avec la fillette pour une courte conversation, Jake évoqua la timidité excessive d'Elena et la crise d'angoisse qui, selon lui, la paralysait dès qu'elle était loin de son père. L'agente, n'ayant rien noté d'alarmant sur le plan visible, décida de clore le dossier. Malgré tout, l'ambiance resta électrique dans le voisinage. Les murmures prenaient de l'ampleur. On parlait d'Elena comme d'une petite fille mystique, presque invisible, que l'on voyait parfois fuir les regards à travers la fenêtre du salon. Le comportement de Jake devint également plus prudent. On ne le voyait plus plaisanter avec ses voisins comme avant, il se contentait de brefs bonjours et semblait avoir érigé un rempart autour de sa vie privée. Les stores de la maison restaient fermés la plupart du temps, et l'extérieur impeccablement entretenu renforçait encore l'aura de mystère qui entourait le foyer. Un soir, plus tard dans l'année,
un événement vint briser définitivement le voile de secret qui protégeait cette famille. Une voisine âgée, qui aimait marcher tous les soirs pour maintenir sa santé, aperçut Elena seule dans la rue, en train de courir pieds nus, regard affolé, serrant dans ses bras un sac en plastique. La voisine tenta d'approcher la fillette et de lui demander ce qui n'allait pas, mais Elena, la voix tremblante, se contenta de répéter qu'elle cherchait quelqu'un pour l'aider et qu'elle n'avait plus le droit de rester dans la maison. Très rapidement, la voisine alerta la police. Quand les forces de l'ordre arrivèrent, elles retrouvèrent Elena sanglotante, incapable de donner plus de détails, répétant seulement qu'elle avait désobéi à son père en sortant de la maison. Il fallut des heures avant que l'enfant ne se calme suffisamment pour articuler quelques phrases compréhensibles. Les officiers de police se rendirent aussitôt chez Jake, qui ouvrit la porte en paraissant extrêmement préoccupé. Il affirma qu'Elena avait des problèmes de comportement et qu'il s'agissait simplement d'une énième crise, tout en feignant une inquiétude paternelle débordante. Mais cette fois, les forces de l'ordre ne se contentèrent pas de ce discours. Le fait que la fillette ait couru pieds nus et à moitié en pleurs dans la rue à une heure tardive justifiait une vérification plus approfondie. Les policiers prirent donc Jake à part pour l'interroger, tandis qu'un officier restait à l'extérieur afin de parler à Elena en présence de la voisine âgée qui tentait de la rassurer. Au départ, Elena refusa de dire quoi que ce soit qui puisse incriminer directement son père. Peut-être qu'elle ignorait elle-même la gravité de la situation, tant elle avait toujours vécu sous cet étau. Elle expliqua simplement qu'elle n'avait pas d'amis, qu'elle ne sortait jamais parce qu'elle étudiait à la maison, et qu'elle avait fugué ce soir-là pour tenter de s'échapper d'un châtiment. Les policiers trouvèrent déjà cela extrêmement troublant. Mais Jake, habile dans ses explications, parvint à embrouiller quelque peu les enquêteurs, prétextant qu'il n'y avait pas de châtiment, juste des punitions éducatives pour corriger les mauvaises habitudes. Il affirma que la fillette était émotionnellement fragile depuis le décès de sa mère et qu'il était parfois strict pour son bien. Comme aucune preuve concrète de maltraitance n'apparut ce soir-là, la police se retira en précisant néanmoins qu'elle resterait vigilante. Elena fut confiée à un autre membre de la famille, un oncle fictif selon Jake, le temps que la situation se clarifie. C'est alors que les autorités commencèrent à trouver certaines incohérences dans l'histoire de Jake. Il expliquait souvent qu'Elena avait 9 ans, mais sur certains documents administratifs, comme les fiches de santé, on ne retrouvait aucune trace d'une filiation ou d'un acte de naissance standard. Le dossier de l'hôpital local, où Elena aurait dû être suivie, était pratiquement vierge. Même en cherchant dans l'état civil, les enquêteurs ne trouvèrent aucune mention de la naissance d'Elena Reynolds dans les registres de la ville. Plus bizarre encore, l'identité de la prétendue épouse décédée de Jake n'apparaissait nulle part non plus. Les autorités commencèrent alors à suspecter qu'Elena n'était peut-être pas la fille biologique de Jake et que son histoire de veuvage n'était qu'un écran de fumée. L'enquête devint alors l'affaire d'une équipe spécialisée dans les disparitions et les trafics d'êtres humains. Ces enquêteurs, qu'on pourrait appeler la principale équipe de police en charge des crimes organisés, constatèrent rapidement des similitudes avec des schémas de traite ou de trafic illicite d'enfants. La façon dont Elena semblait isolée, sans attache sociale ni papiers officiels crédibles, rappelait des affaires antérieures. On fit venir une experte médico-légale pour examiner la fillette. Ses constatations furent accablantes. Elle nota la présence de multiples ecchymoses de différentes tailles, certaines récentes, d'autres plus anciennes. Selon ses conclusions, Elena avait subi des violences physiques répétées de façon manifeste et prolongée. De plus, la petite portait des marques de malnutrition, comme si son alimentation avait été surveillée ou réduite au minimum. Interrogée à nouveau, Elena demeura très craintive et refusait d'admettre qu'il y avait maltraitance. Elle répétait qu'elle n'avait pas le droit de parler
qu'elle allait se faire punir si elle racontait quoi que ce soit sur la maison ou sur Jake. Malgré sa peur, quelques bribes ressortirent de ses propos. Elle parla de punitions obligatoires quand elle ne réalisait pas correctement ses exercices, de privation de nourriture quand elle ne suivait pas un ordre, de confisquer son unique peluche si elle n'obéissait pas immédiatement. À ce stade, la police n'avait plus de doute. Quelque chose de très grave se tramait. Jake fut convoqué au commissariat pour un entretien. Il s'y rendit, apparemment serein, accompagné d'un avocat commis d'office. Là, le principal enquêteur, un officier aguerri aux interrogatoires, tenta de pousser Jake dans ses retranchements. Au début, celui-ci garda son calme. Il répéta que tout ceci n'était qu'un terrible malentendu, qu'il aimait sa fille plus que tout et qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Il expliqua que certaines marques sur le corps d'Elena dataient d'accidents domestiques et que, si elle n'était pas scolarisée, c'était tout simplement à cause des restrictions dues à la pandémie. L'équipe d'enquêteurs remarqua cependant que Jake refusait systématiquement de répondre à des questions précises sur son passé, sur la façon dont il gagnait sa vie, et sur la date et le lieu exact de la naissance d'Elena. Le tournant de l'affaire se produisit lorsqu'un des enquêteurs découvrit une étrange trace administrative. Jake Reynolds était déjà apparu, plusieurs années auparavant, dans un rapport de police en lien avec une organisation soupçonnée de falsification de documents d'identification pour des mineurs. À l'époque, le dossier n'avait pu être mené à terme, faute de preuves suffisantes, et aucune inculpation n'avait été retenue contre lui. Il n'en restait pas moins que son nom figurait noir sur blanc dans un rapport classé. Cela permit à l'équipe de rouvrir l'examen de ses anciens dossiers et de mettre la main sur divers témoignages qui parlaient d'un homme correspondant à la description de Jake, suspecté de jouer un rôle d'intermédiaire dans le transfert clandestin de mineurs. Rien n'était toutefois prouvé. Les enquêteurs décidèrent alors de procéder à un mandat de perquisition au domicile de Jake. Ils voulaient en fouiller les moindres recoins de la maison, à la recherche de documents, d'ordinateurs, de disques durs ou de tout autre élément qui puisse corroborer leurs soupçons. La visite de la maison Reynolds eut lieu au petit matin, quand Jake était absent. Elena n'y résidait plus depuis qu'elle avait été placée dans une structure d'accueil temporaire, et la demeure paraissait déserte. Accompagnée d'une équipe technique, la police inspecta toutes les pièces. Dans la chambre d'Elena, l'enquêteur principal découvrit, soigneusement enfermée dans un tiroir, une liasse de cahiers et de carnets de notes, rédigés d'une écriture enfantine. Ces cahiers contenaient des phrases brisées, des dessins aux contours effrayants, la silhouette d'une grande personne en colère, l'ombre d'une porte close, un visage avec des larmes, mais aussi des mots qui semblaient désigner des ordres stricts. Ne pas parler, rester assise, ne pas sortir, dire oui. En parcourant d'autres pièces, un technicien trouva un ordinateur de bureau protégé par un mot de passe. Après expertise, il apparut que Jake utilisait des logiciels permettant de falsifier certains documents officiels. Plusieurs faux certificats de naissance et cartes d'identité de différents États américains étaient stockés dans des dossiers cachés. Parmi eux, on découvrit des papiers au nom d'Elena, émis sous plusieurs identités différentes. Il devint clair pour l'équipe que Jake n'avait pas seulement gardé cet enfant enfermé. Il était impliqué dans un réseau de trafic où des faux papiers étaient bêtement produits pour déplacer des mineurs sans laisser de traces. Cette découverte fut le véritable catalyseur de l'enquête. Les enquêteurs purent désormais croiser ces informations avec des signalements sur la disparition de jeunes enfants à travers plusieurs États. Une base de données nationale recoupait les signalements de fugue et d'enlèvement depuis plusieurs années. Les investigateurs constatèrent qu'Elena n'apparaissait pas sous son nom actuel, mais que sa description physique et son âge approximatif correspondaient peut-être
à une disparition signalée quelques années auparavant dans un autre État. Des tests ADN furent demandés pour vérifier l'éventuel lien de parenté entre Jake et Elena. Sans grande surprise, ils confirmèrent que l'homme n'avait aucun lien biologique avec la fillette. Durant ce temps, Elena, encadrée par des psychologues spécialisés dans la prise en charge d'enfants victimes de violences, commençait peu à peu à se confier. Elle raconta comment Jake l'avait amenée chez lui alors qu'elle était très jeune, en lui disant simplement qu'elle devait l'appeler « papa ». L'enfant, visiblement conditionné par la peur, avait cru à sa propre filiation, d'autant qu'elle n'avait gardé aucun souvenir net de ses premières années. Jake la coupait systématiquement du monde extérieur, l'obligeant à respecter un emploi du temps très strict composé de tâches domestiques et de cours supposés remplacer l'école. La fillette expliqua également que, chaque fois qu'elle exprimait un désaccord, elle subissait des coups ou des privations de nourriture. Il lui était interdit de nouer des liens avec d'autres enfants du voisinage ou d'adresser la parole à qui que ce soit sans la permission de Jake. Le procureur général du comté fut alerté de l'affaire. Rapidement, un dossier d'accusation se mit en place. Jake était suspecté de maltraitance sur mineurs, de séquestration et, au vu des éléments, de participation à un trafic de documents officiels visant à faciliter l'exploitation d'enfants. L'affaire prit une tournure encore plus retentissante lorsque les journalistes locaux saisirent l'ampleur de cette histoire. Dans un quartier réputé, si calme, découvrir qu'un père de famille apparemment irréprochable était en fait un prédateur occupant un rôle actif dans une organisation criminelle choqua l'opinion publique. La suite logique fut l'arrestation formelle de Jake Reynolds. Il fut menotté un soir, à la sortie d'un supermarché où il faisait ses courses, par 2 agents en civil. Lors de la comparution devant le tribunal du comté, il fut décidé qu'il resterait en détention jusqu'au procès, le juge estimant qu'il représentait un risque important de fuite et de destruction de preuves. Pendant ce temps, Elena fut prise en charge par un service de protection de l'enfance, spécialisé dans la réhabilitation et le suivi psychologique de victimes de maltraitance et de trafic. La structure, composée de psychologues, d'éducateurs et d'assistants sociaux, prodiguait un accompagnement intensif aux enfants ayant été retirés de situations de captivité ou de grande violence. Les mois précédant le procès furent rythmés par la constitution du dossier d'accusation et par une série d'expertises. Les avocats de Jake, d'abord commis d'office, furent ensuite remplacés par un ténor du barreau, financé par une ressource mystérieuse. Les enquêteurs, de leur côté, découvrirent que Jake avait de nombreux contacts dans plusieurs États américains. Plusieurs ordinateurs et téléphones portables lui appartenant révélèrent des échanges codés, suggérant que l'affaire s'étendait bien au-delà du simple cas d'Elena, et que Jake aurait pu servir de relais local à un réseau exploitant des failles administratives pour faire voyager clandestinement des enfants vendus à des couples ou à des individus cherchant à adopter illégalement. Le jour du procès arriva finalement à la mi-2022 dans la salle d'audience la plus grande du tribunal local. Le public, massé sur les bancs, ne perdait pas une miette des débats. Le parquet, représenté par une procureure expérimentée, mit l'accent sur la violence systémique qu'avait subie Elena, illustrée par des témoignages médicaux, des photos de blessures et les récits poignants de la fillette. On présenta aussi les preuves numériques accumulées contre Jake, dont la possession de faux documents, les emails codés et les multiples fichiers, prouvant son implication dans un réseau criminel. La défense, quant à elle, tenta de minimiser l'affaire en décrivant Jake comme un homme désespéré, souffrant de troubles psychologiques et ayant recueilli la fillette par pure compassion, prétendant qu'il ignorait tout du caractère illégal de son adoption. Elena ne fut pas appelée à témoigner en personne devant le tribunal, du fait de son jeune âge et de l'importance des traumatismes subis. À la place,
Son témoignage fut enregistré au préalable en présence d'experts et diffusé partiellement lors du procès. Les images et la voix chevrotante de la petite, décrivant les brimades et les coups quotidiens, eurent un impact considérable sur le jury. On montra aussi des fragments de son journal intime, où les juges purent lire, sur des pages tachées de larmes, des mots qui ne laissaient aucun doute sur la maltraitance quotidienne. Au fur et à mesure, la culpabilité de Jake ne laissait plus aucune place à l'incertitude. Même la tentative de la défense d'expliquer qu'il n'était pas un membre actif d'un réseau criminel, mais juste un individu isolé cherchant à adopter de manière clandestine, ne tint pas la route face aux éléments concrets montrant qu'il disposait de plusieurs identités, communiquait avec des contacts douteux et faisait usage de logiciels sophistiqués de falsification. La procureure démontra habilement la constance du plan de Jake. Maintenir Elena sous son emprise et la faire passer pour sa fille biologique afin de masquer ses activités illégales. Elle souligna aussi que cette attitude relevait d'une véritable volonté d'exercer un pouvoir total sur la vie de la fillette, la considérant comme une propriété plutôt que comme un enfant à protéger. Les délibérations du jury furent relativement brèves. Face à la somme de preuves incontestables, il rendit un verdict de culpabilité pour maltraitance aggravée, séquestration, traite d'êtres humains et usage de faux documents. Le juge, dans sa déclaration finale, insista sur la cruauté des actes commis et sur la nécessité de protéger les mineurs vulnérables. La peine prononcée dépassa largement la décennie de prison, assortie d'une période de probation judiciaire et d'un suivi psychologique obligatoire à sa sortie. En outre, le juge laissa entendre que la justice fédérale pourrait encore compléter la sentence si la dimension multirégionale du trafic était confirmée. La conséquence la plus immédiate de ce jugement fut un soulagement énorme pour Elena, qui se retrouva enfin à l'abri de l'influence toxique de Jake. Son chemin vers la reconstruction ne faisait que commencer. Placée dans un foyer spécialisé, puis dans une famille d'accueil, Elena dut apprendre à se libérer du conditionnement psychologique qu'elle avait subi pendant des années. Les professionnels qui l'accompagnaient firent montre de patience et de bienveillance, lui permettant de mettre des mots sur ses peurs, de comprendre qu'elle n'avait plus à obéir aveuglément à qui que ce soit, et de s'initier doucement à la vie d'une fillette de son âge. Les premières semaines furent particulièrement éprouvantes. Chaque bruit, chaque sollicitation nouvelle pouvait réveiller en elle une peur panique. Au fil du temps, elle s'ouvrit peu à peu au jeu collectif, se fit quelques amis au sein du foyer et découvrit la possibilité de rire librement. Sur le plan juridique, le département de protection de l'enfance œuvra à trouver un statut légal stable pour la fillette. L'hypothèse selon laquelle elle aurait été enlevée dès son plus jeune âge, lors d'on ne sait quelle transaction illicite, fut approfondie. Les enquêteurs tentèrent d'identifier sa famille biologique, mais sans succès immédiat. Les bases de données sur les disparitions d'enfants ne correspondaient pas parfaitement à son profil, et l'unique piste génétique ne donnait rien de concluant. Plusieurs familles manifestèrent leur désir de l'adopter légalement, mais le processus prit du temps afin de s'assurer du bien-être et de la stabilité émotionnelle de l'enfant. Dans le quartier où se trouvait la maison de Jake, l'atmosphère changea radicalement. Pendant des mois, on ne parla plus que de l'affaire Reynolds dans les rues et les cafés. Beaucoup de voisins se sentirent coupables de n'avoir pas agi plus tôt, ou du moins d'avoir fermé les yeux sur des indices qui auraient pu alerter les autorités bien avant. Certains témoignèrent publiquement de leur honte d'avoir loué l'amabilité de Jake sans jamais se poser la question de ce qui se passait véritablement chez lui. La voisine brune fut saluée pour sa détermination et son courage à persister dans ses signalements, même sans preuves solides. Du point de vue de l'opinion publique, ce drame servit de piqûre de rappel quant à l'importance de signaler
tout soupçon de maltraitance, d'isolement anormal ou de comportement violent envers un enfant. Des associations locales, que l'on peut simplement appeler des organisations citoyennes, s'impliquèrent ensuite dans le quartier pour sensibiliser les riverains. Des campagnes d'information furent menées, invitant chacun à faire preuve de vigilance et à ne jamais hésiter à contacter la police ou les services sociaux lorsqu'un doute surgit. Le centre communautaire local organisa des réunions publiques pour parler de la maltraitance infantile, rappelant l'existence de lignes d'écoute et de ressources gratuites. Au-delà du choc local, l'affaire Reynolds eut un retentissement national pour la police fédérale, qui réalisa que la criminalité autour de la falsification de documents pour mineurs demeurait plus répandue qu'on ne le pensait. En s'appuyant sur le matériel saisi chez Jake, l'équipe spécialisée put remonter la piste d'autres individus soupçonnés de participer à ce trafic dans plusieurs États. De nouvelles arrestations eurent lieu et on découvrit que ce réseau exploitait régulièrement les failles administratives pour déplacer des enfants, parfois dans le but de les revendre à des personnes prêteuses de sommes astronomiques afin de contourner les procédures d'adoption officielles ou de les faire travailler illégalement. Certains observateurs suggérèrent que Jake n'était qu'un pion dans un engrenage bien plus vaste, qu'il servait de relais ou de point de chute pour masquer la trace d'enfants en transit. D'autres estimèrent, au contraire, qu'il jouait un rôle actif dans la maltraitance et qu'il avait développé avec Elena une forme de domination psychologique à laquelle il prenait un plaisir malsain. Dans tous les cas, le procès et la condamnation de Jake marquèrent le début d'une vaste enquête et de nombreuses ramifications de cette affaire continuèrent à apparaître longtemps après son incarcération. Elena, quant à elle, put enfin commencer une vie plus normale, ou du moins aussi normale qu'elle pouvait l'être après une telle épreuve. Soutenue par des spécialistes, elle rattrapa son retard scolaire, se familiarisa avec la lecture et l'écriture dans un contexte bienveillant et découvrit peu à peu l'insouciance propre à l'enfance. Les premières fois où elle sortit dans un parc public, elle avait encore le réflexe de regarder autour d'elle pour vérifier si Jake était dans les parages ou si quelqu'un allait lui reprocher de se trouver à l'extérieur. Mais au fil des semaines, elle réussit à se détendre et commença à jouer avec d'autres enfants qui l'accueillirent sans jugement, car ils n'avaient pas forcément connaissance de son passé. Sur le plan administratif, l'État de Washington finit par confier officiellement la tutelle d'Elena à une famille d'accueil désireuse de l'adopter. Les procédures furent longues et on attendait encore les résultats des recherches ADN menées pour vérifier que personne ne la réclamait dans un autre État. Plusieurs auditions eurent lieu afin d'évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant, son attachement à sa nouvelle famille et sa capacité à surmonter son traumatisme. Les psychologues livrèrent des avis positifs. Elena nouait petit à petit de véritables liens d'affection avec les membres de cette nouvelle cellule familiale, s'épanouissant dans un environnement enfin sécurisant. Pendant ce temps, dans la prison où Jake Reynolds fut écroué, les conditions de détention ne furent guère favorables à un individu reconnu, coupable d'infractions graves à l'encontre d'un enfant. Il dut être placé sous surveillance, car les autres détenus considéraient souvent les prédateurs d'enfants comme la catégorie la plus abjecte de criminels. Toutefois, Jake afficha un air impassible, refusant toujours de reconnaître sa culpabilité et affirmant qu'il avait agi par amour pour sauver Elena de conditions de vie prétendument précaires dont il ne put jamais apporter la moindre preuve. Ses tentatives d'appel en justice furent infructueuses. L'écrasante quantité de preuves matérielles et le témoignage d'Elena suffisaient à maintenir la condamnation dans toute sa sévérité. Alors que les médias nationaux commençaient à faire les gros titres sur d'autres affaires d'enlèvement et de trafic de mineurs, l'histoire d'Elena disparut peu à peu de la une de l'actualité. Seuls quelques articles ou reportages sur les suites de l'enquête se risquaient à reparler de Jake Reynolds. Dans le quartier même, la maison qu'il occupait devint un symbole. Elle resta vide pendant un certain temps,
mise sous scellé, puis mise en vente par les autorités. Son rachat tardif et l'installation de nouveaux propriétaires mit un point final à une histoire que beaucoup auraient préféré ne jamais voir se produire chez eux. Les voisins vécurent longtemps dans la hantise d'avoir côtoyé un tel individu sans rien remarquer de concret. Certains lancèrent des initiatives associatives pour promouvoir la prévention de la maltraitance infantile. Des panneaux d'affichage invitant à composer les numéros d'urgence furent installés dans les rues. Des bénévoles distribuèrent des flyers à propos de la vigilance, invitant chacun à ne pas avoir peur d'intervenir quand un doute sérieux pèse sur la sécurité d'un enfant. On organisa même un petit salon de discussion dans un local municipal où l'on parla de la responsabilité collective et de l'importance de briser les silences dangereux. Pour beaucoup, c'était la seule manière de faire la paix avec cette histoire, transformer la culpabilité ou la honte ressentie en un engagement concret pour éviter que cela ne se reproduise. Elena, elle, grandit loin de ce quartier, dans un environnement qu'on s'efforça de garder confidentiel pour la protéger. Dans les années qui suivirent, elle conserva certes des séquelles psychologiques, des cauchemars la hantaient parfois, et elle se réveillait en sueur, persuadée que Jake se trouvait toujours quelque part, prêt à surgir. Mais l'amour et la patience de sa nouvelle famille d'accueil, ainsi que l'aide thérapeutique dont elle bénéficiait, lui permirent de transformer peu à peu ses angoisses en une détermination à vivre une vie la plus normale possible. Elle se passionna pour le dessin, ce qui ne surprit pas les psychologues. Ayant longtemps appris à s'exprimer par des cahiers secrets, Elena trouva dans l'art une forme de catharsis, un moyen d'exorciser ses peurs et de reconstruire son identité. Quant aux enquêteurs principaux, ils continuèrent leur travail sur l'entourage de Jake et sur les possibles ramifications du réseau criminel. On découvrit que plusieurs complices, disséminés dans différents États, avaient participé à la circulation de faux actes de naissance, permettant à des individus peu scrupuleux de se procurer des enfants. Quelques arrestations majeures eurent lieu, mais le réseau complet ne fut jamais totalement démantelé, tant il semblait vaste et organisé. Cependant, la condamnation retentissante de Jake Reynolds servit d'exemple et de mise en garde pour tous les réseaux de cette nature. Les contrôles administratifs furent renforcés et une étroite collaboration entre les services de police de différents États américains s'instaura, rendant plus complexe la falsification de documents officiels pour les mineurs. Aux yeux de nombreux observateurs, la pire conséquence de ce drame fut de réaliser à quel point il est facile de maintenir un enfant dans la terreur et l'isolement, surtout lorsque l'environnement immédiat n'est pas vigilant. Dans cette banlieue réputée sans histoire, la méfiance s'installa pour un temps. On s'inquiétait soudain de savoir si d'autres enfants n'étaient pas eux aussi victimes de situations similaires. Heureusement, aucune autre situation alarmante ne fut détectée dans ce même quartier, mais cet éveil de la conscience collective incita d'autres personnes, dans d'autres endroits, à signaler des cas de maltraitance ou de suspicion. Aujourd'hui, si l'on jette un regard rétrospectif sur cette affaire, on ne peut s'empêcher de penser à l'effroi qu'a dû ressentir Elena quand elle s'est enfuie pieds nus dans la rue, en pleine nuit, dans l'espoir de trouver un secours. On imagine la scène, une fillette paniquée, ne sachant même pas si on allait la croire ou l'obliger à retourner auprès de Jake. Si la voisine brune et la voisine âgée n'avaient pas osé parler ou insister auprès des autorités, peut-être Elena serait-elle restée des années encore sous le joug de cet homme, grandissant dans la peur et la souffrance, sans aucune perspective d'avenir. Les remords de la communauté furent à la hauteur de la révélation du crime, car tout le monde se rendit compte qu'il aurait suffi de prêter attention à un détail, à un cri de détresse, pour agir plus tôt. Cependant, et c'est là un point essentiel, l'histoire d'Elena se termine sur une note d'espoir. Malgré toutes les épreuves traversées, elle a fini par trouver une main tendue, un foyer bienveillant
et l'opportunité de reprendre le cours de sa vie. Le procès de Jake Reynolds s'est conclu sur une sanction exemplaire, qui démontre que la justice peut frapper fort quand il s'agit de protéger les enfants. L'affaire a également servi de rappel nécessaire. Derrière les volets tirés d'une maison apparemment ordinaire, on ne sait jamais quels drames peuvent se jouer. Les regards suspicieux et le risque de se tromper freinent souvent les signalements. Mais mieux vaut signaler une situation qui s'avérera bénigne que de laisser un enfant subir des violences inavouables. Pour résumer, cette tragédie repose sur plusieurs ingrédients. La solitude d'un enfant coupé du monde, la manipulation d'un homme prêt à tout pour assouvir son besoin de contrôle et, en arrière-plan, un trafic d'êtres humains bien plus vaste. On y retrouve des thèmes comme la trahison, l'abus de pouvoir, le mensonge érigé en système, mais aussi la quête de la vérité et de la justice. La détermination de quelques individus, une voisine inquiète, une voisine âgée, un enquêteur obstiné, ont permis de briser la loi du silence. Au final, une petite fille a pu être sauvée et un criminel condamné. Aujourd'hui, je repense à cette affaire avec émotion, en espérant que vous qui m'écoutez retenez à quel point il est crucial de rester à l'affût de tout signe alarmant autour de vous. De mon côté, je me sens profondément touchée par cette histoire et heureuse qu'Elena ait pu trouver une voie de sortie vers un quotidien plus sûr. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. J'espère de tout cœur que nous continuerons à prêter attention aux plus vulnérables et à ne jamais détourner le regard lorsque le pire se produit, même dans un lieu où on ne l'attend pas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce témoignage vous aura permis de mieux comprendre les rouages de cette enquête et les terribles conséquences de l'isolement d'un enfant. J'aimerais maintenant vous inviter à rester sur la chaîne, car j'ai préparé d'autres histoires tout aussi captivantes que vous pourrez découvrir. D'ailleurs, si vous souhaitez approfondir d'autres enquêtes criminelles ou en apprendre plus sur certaines techniques d'investigation, je vous encourage à explorer les vidéos suggérées. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos impressions ou vos questions. Merci encore et à très bientôt.